Voilà. Je continue. Donc, voilà. Après, voilà. Donc, j'ai parlé de l'argent, j'ai parlé de. Alors, je parle du réel. Voilà. Bon, peut-être la question du réel. Là-dedans, pour moi, il y a un enjeu qui est lié au réel. Ça veut dire que l'enquête que je mène, c'est qu'est-ce que le réel? En gros, c'est une grosse question aussi, hein. Alors, c'est vrai que c'est vraiment la question. C'est peut-être pour moi la question fondamentale, peut-être, qui se pose pour moi. Alors, évidemment, cette question-là de qu'est-ce que le réel, elle est difficile à poser, elle est énorme et ambitieuse. Alors, je pourrais dire que, disons qu'elle s'inspire un petit peu de la question de Heidegger, qu'il reprend de Pascal, je crois. Non, de Leibniz, je sais plus, bref. Il dit pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Voilà. Ça, c'est la question. Après, je ne suis pas forcément d'accord dans la manière dont il y répond, je ne sais pas trop bien, je me méfie un petit peu de Heidegger, donc voilà. Mais je trouve qu'en tout cas, la question qu'il pose, elle m'apparaît pertinente. Et elle m'apparaît importante à poser, en tout cas. Moi, j'ai envie de me la poser, en tout cas. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Pourquoi? Et donc voilà, et là, j'essaie de remonter un peu aux causes. Alors, on va penser à l'origine, c'est du coup, qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose plutôt que rien? Et qu'est-ce qui fait qu'il y a ces choses dans cet ordre-là, sous cette forme-là? Bon. Et c'est vrai que moi, pour poser cette question, comme j'arrivais pas à la poser de manière frontale, alors Heidegger pose la question de l'oubli de l'être, hein, il dit, bah, lui, il va dire qu'est-ce que c'est que l'être. Donc l'être, c'est ce qui est là. Bon, non seulement c'est ce qui est là, mais c'est même aussi la manière dont les choses qui sont là apparaissent. Et c'est comme ça que j'essaie de le comprendre en tout cas. Et il va dire... euh, non, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, l'oubli de l'être. Que en fait, on va. Est-ce que je me reprendrai pas un petit café? Peut-être prendre un petit café. C'est bien ça. L'oubli de l'être. Ça veut dire qu'il va. On a oublié de se poser la question de pourquoi on existe. Et il dit bon, c'est la faute de la technique, etc. Alors, moi, je sais pas trop tout ça. Bon, peut-être que la question de l'oubli de l'être n'est peut-être pas très juste. Parce que, bon, moi, j'ai une lecture un peu aussi, un peu marxiste, si on veut, entre guillemets. J'ai l'impression quelque part que les moments où je me pose la question de pourquoi j'existe, c'est des moments de grande dépression, mais c'est des moments aussi quelque part où je suis pas en, où je suis pas pris par une autre émotion, où je suis pas pris par exemple par un besoin de survie économique. Voilà, si par exemple je suis quelque part sous la menace de manquer d'argent, il faut que je trouve du travail, je vais être stressé. J'ai pas le temps de me poser la question de savoir pourquoi le monde existe. La question c'est il faut que je survive. En fait, il y a une émotion en moi qui me dit la théorie attendra. D'abord, la priorité c'est de survivre. Et je crois qu'en fait cette question-là de qu'est-ce que c'est que l'univers, euh, pourquoi le monde existe, une question religieuse tout à fait légitime, hein, mais en fait je crois qu'elle doit se poser par rapport à sa limite, parce elle doit se poser par rapport à ses propres conditions d'énonciation. Ça veut dire dans quelles conditions on se pose cette question. Et dans quelles conditions cette question n'est pas possible de se poser. Et j'ai l'impression que si on fait ça, on peut comprendre mieux le problème. Parce que j'ai l'impression que, comment dire, euh, quand on est pris par comment dire, la survie financière, quelqu'un qui se poserait la question de ah, pourquoi vivre, pourquoi le monde est tel qu'il est, etc. En fait, on se dirait, cette personne-là, elle a le luxe de se poser cette question. Et nous, on est énervé parce qu'à ce moment-là, on ne se pose pas la question du sens de l'existence, parce qu'il y a quelque chose en nous, quelque part, qui nous fait dire que l'existence, elle a... En fait, le sens, il est inscrit dans la volonté de survivre. Dans la volonté de survivre, ou dans la volonté, quelque part, de vivre une histoire d'amour très forte. Si on est avec quelqu'un qu'on aime, la question du sens de la vie ne se pose pas, ou pas comme ça, parce que finalement, l'amour semble être une forme de réponse, non pas de langage sémiotique, mais une sorte de réponse par le corps. Donc j'ai l'impression, quelque part, que, en fait, la question de l'être, la question du sens de la vie, etc., c'est un peu ça la question, le sens de la vie, le sens de l'univers, le sens de... il peut se poser, mais je pense qu'il doit se poser en relation, disons en collaboration, ou si c'est un terme qui n'est pas terrible, collaboration, en tout cas en symbiose, en lien, en dialogue c'est bien dialogue, en, en, en,
comment dire, en coéquipier, en fait, en faisant une équipe, disons, avec d'autres relations au monde qui ne sont pas des relations d'interrogation réflexive et presque un petit peu dépressive, hein, du style. Euh, voilà, parce que Heidegger parle de l'angoisse. Enfin, c'est vrai qu'il y a déjà quelque part. C'est comme si cette question du sens de l'existence pouvait se poser autrement que par rapport à l'angoisse. En fait, c'est que la question de l'angoisse chez Heidegger, j'ai l'impression quelque part que lui, c'est par l'angoisse qu'il arrive à poser cette question, mais qu'on peut poser la question par d'autres émotions. Par une émotion de joie, par une émotion d'amour, par une émotion de... Et que ça peut permettre d'ouvrir quelque part la possibilité de répondre autrement, de manière plurielle et diversifiée à cette question, et qui me semble importante, mais qu'on peut répondre sur plein de manières différentes, justement, sous plein de modalités différentes, justement. Et moi, je pense que c'est un peu un soulagement parce que c'est une question qui est assez lourde si on la pose uniquement de manière froide et frontale. Voilà, voilà. Donc voilà, donc je disais, c'est un petit peu cette question-là du coup du réel, et en même temps, bon, voilà, la question du réel aussi. Donc je parle ici du réel, donc qu'est-ce que le réel, on pourrait dire. Et moi je trouve qu'en effet, la présence du réel, on peut se questionner sur le réel dans une forme de méditation réflexive, et ça peut être très beau d'avoir accès à une sorte de méditation infinie, de réflexivité infinie, un petit peu dans une logique un peu pascalienne, dans le vide, dans une introspection. Mais ça peut être très beau aussi de se confronter à une forme de réel dans le sport. Par exemple, le sport, c'est une manière d'éprouver son corps. Et son corps, la présence de notre corps nous apparaît. Enfin, j'entends que le réel, on le ressent lorsqu'on est confronté à un obstacle, à quelque chose qui nous résiste. Parce que là, il y a une sorte de réalité qui s'offre à nous, qui résiste à notre travail. Quand on se questionne sur le sens de l'existence, finalement, c'est l'existence elle-même qui résiste. En tout cas, il y a quelque chose qui résiste, qui est une sorte d'incompréhension, une espèce de sentiment, une émotion quelque part qu'on n'arrive pas à comprendre, qui est l'angoisse. Bon. Mais dans le sport, il y a notre corps qui résiste. Notre corps résiste et c'est ça le réel aussi, quoi. Bon. Et puis, voilà, dans la guerre aussi. Dans la guerre, on est confronté à la menace, au risque, au danger, à la mort, à l'ennemi. Enfin, il y a aussi quelque chose qui est en face devant nous. C'était comme si cette chose-là était aussi une sorte de présence réelle. Donc voilà, dans les émotions, dans les affects, alors soit les affects, quelque part, soit on est pris par eux et on les ressent pas, mais si on se confronte à eux dans la méditation, par exemple, ou dans des hypnoses, on peut se confronter à un affect. Cet affect, c'est une sorte de réel aussi, hein, c'est une présence très forte qui s'impose à nous comme ça, hein, et puis qui peut nous submerger, quoi. Donc il y a des moments comme ça, quelque part, dans lesquels on est comme en présence, on est en contact avec quelque chose qui vibre, et qui semble être très... il y a une sorte de présence comme ça, une sorte de réel qui est là. Ça m'intéresse beaucoup, ces expériences-là m'intéressent beaucoup, parce que j'ai l'impression qu'elles ont été explorées par des gens comme Artaud, par exemple, entre autres, pas que, mais qu'il y a des gens comme ça, des artistes, qui vont mettre leur corps en jeu, leur existence en jeu, dans une volonté de s'approcher d'une espèce de réel, quoi. Je ne l'ai pas lu, mais j'ai l'impression que c'est ce qu'il décrit dans le théâtre, le théâtre son double de Artaud, quoi. L'idée, quelque part, d'être confronté qu'il y a une forme de théâtre qui permet non pas, justement, d'être un théâtre qui consiste à produire, à s'inscrire dans une sorte de fiction culturelle, quoi, mais au contraire, de défaire la fiction. Qu'il y aurait c'est une espèce d'antithéâtre, quoi. Un théâtre permettrait de se confronter à un rapport très concret et réel, quelque part, quoi. Je crois que c'est beaucoup Artaud là-dedans, hein, Artaud était beaucoup là-dedans. Voilà. Et en même temps, je dis, voilà, j'ai marqué donc réel lacanien parce que cette question du réel, moi je l'ai trouvée chez Badiou, dans un livre qui s'appelle À la recherche du réel perdu, et il reprend une figure de Lacan, une citation de Lacan, dans laquelle Lacan dit le réel, c'est l'impasse d'une formalisation. Là-dedans, il entend l'idée qu'en fait, le réel, c'est toujours ce qui résiste à un modèle, ce qui résiste quelque part à une théorie. Et ça se voit, c'est aussi la même définition qu'on trouve chez Karl Popper, par exemple. Enfin, je ne sais pas s'il le dit tel quel, mais chez Karl Popper, on va dire, la science, elle tient son caractère de scientificité
uniquement à partir du moment où elle produit des théories qui peuvent se confronter par l'expérience à quelque chose qui va y résister. Ça veut dire qu'on va faire on va avoir un modèle, on va faire des prédictions, et si ces prédictions sont vérifiées par l'expérience qu'on fait, alors c'est bon, ça marche. Si l'expérience fait des prédictions fausses, si les prédictions montrées sont fausses, du coup le modèle ne convient pas. Donc quelque part, il y a une espèce de juge. Hein, le réel agit comme un juge qui va quelque part indiquer si la théorie fonctionne ou pas. Voilà, il y a une espèce de juge extérieur, un petit peu. Et voilà, le réel, c'est l'arbitre, on pourrait dire, un petit peu. C'est un arbitrage qui va dire quand il y a une faute ou pas. C'est un petit peu comme un prof, on pourrait dire. C'est un petit peu comme si on était un étudiant, on fait un travail, et le prof va dire, là, tu as fait une faute. Voilà, bon. Mais en même temps, c'est pas le prof qui dit que là, tu as fait... Normalement, c'est pas le prof qui dit, là, tu as fait une faute. C'est pas le prof qui décide. Normalement, si le prof est un bon prof, c'est pas lui qui décide de manière autoritaire là où il y a une faute ou pas. Normalement, il est censé, par exemple si c'est un prof de mathématiques, montrer où il y a une incohérence, quelque part. Il est juste là pour repérer la faute. Mais l'étudiant en mathématiques va voir qu'il a fait une faute de calcul. Et que donc du coup son calcul est faux. Donc en fait, c'est que normalement, le professeur est juste un médiateur d'une faute. Il est juste le médiateur du réel, si on veut quelque part. Mais le réel, c'est les mathématiques elles-mêmes, qui, dans leur logique, dans leur axiomatique, vont, en faisant se confronter à un problème, montrer une contradiction, montrer quelque part un obstacle. C'est cet obstacle qui est le réel. Et je crois que Deleuze en parle comme ça aussi. Il dit le problème, c'est le réel. Le réel, c'est le problème lui-même. Donc dans les mathématiques, on se confronte à des problèmes. Ces problèmes sont le réel lui-même. Et quand on déplace, ce réel nous oblige un peu à nous déplacer. Bon, je pense qu'il y a un jeu très fort entre le réel et la perspective, le perspectivisme aussi. Donc on pourrait presque inverser la question du réel là-dessus. Mais bon, je rentre dans le détail. Et que en se confrontant à un problème et en arrivant à le résoudre, du coup, ça nous mène vers d'autres problèmes, mais c'est comme si le réel était toujours quelque part une pierre d'achoppement, en fait, sur lequel on bute à chaque fois. Voilà. Donc quelque part, le réel, c'est quoi? C'est les erreurs. C'est les erreurs, c'est les choses sur lesquelles on bute, c'est toutes les comment dire? Parce qu'on peut très bien maquiller le réel. On peut très bien, on peut avoir une théorie qui marche à 90%, et puis à 10% ça marche pas. Mais on peut se dire, c'est pas grave, on s'en fout, ça fonctionne pas. Mais sauf que ces 10%, c'est précisément le réel. C'est le réel qui dit, là, ça marche pas. Voilà. Donc si on dit 2 plus 2, ça fait 4,1, c'est presque 4, mais c'est pas 4. Donc il y a quand même 0,1 d'erreur. Voilà, et ça marche pas. Bon, donc voilà, et c'est ça, le réel, c'est toujours un petit peu l'endroit où ça montre une erreur. Où ça montre qu'il y a une erreur. Donc le réel, c'est l'erreur, le réel, c'est l'accident, on peut dire aussi. Le réel, c'est tout ce qui échappe à ce qu'on avait prévu, en gros. Ce qui est très intéressant, parce que ça veut dire qu'il y a un réel à l'économie. Si l'économie monétaire, par exemple ici, c'est un modèle qui essaye de modéliser entièrement le monde social, le réel de l'économie, c'est tout ce qui résiste à l'économie. Tous les gens qui vont, faire une grève, ou faire des manifs, ou qui vont ne pas utiliser de l'argent, tout ce qui échappe à l'économie, tout ce qui n'est pas prévu dans le système, c'est son réel, c'est ce qui lui échappe. De la même manière, moi j'ai l'impression que en fait, les fautes d'orthographe sont en fait du réel. Ça veut dire que il y a une grammaire qui est mise en place, qui impose des normes de parole, un petit peu, mais je suppose qu'il y a un conflit entre ces normes de parole, qui sont construites historiquement, dans une mémoire, qui sont peut-être quelque part, une mémoire très ancienne du moment où cette grammaire a été mise en place et qui est une manière, de transmettre une tradition de mémoire. Mais je pense qu'à chaque fois qu'on fait des fautes d'orthographe, il y a le réel, le corps, qui résiste et qui essaie d'inscrire dans la langue un obstacle, quoi. Et qu'en même temps, on essaie de maquiller cet obstacle en corrigeant les fautes. Corriger les fautes, c'est toujours une manière de réprimer le réel, quelque part. Donc pour moi, l'enjeu des fautes d'orthographe, c'est un enjeu ontologique assez important. Voilà. Cela dit, si je reprends ici par rapport à peut-être quelque part que ce qu'on appelle le réel ici, il n'y a pas forcément quelque part le réel qui serait... il
n'y a pas forcément un conflit entre un langage qui serait purement culturel et un réel qui serait naturel, parce qu'on reproduit une sorte de conflit là-dedans, mais plutôt un conflit entre différents, disons, modes sémiotiques. Donc on pourrait dire qu'il y aurait un conflit ici, par exemple, entre la performance de l'écriture, ça veut dire quelque part la mémoire du corps, un petit peu, qui écrit, l'économie des corps qui écrit, et un conflit avec l'économie de la grammaire qui se structure au niveau des systèmes de l'État. Enfin, voilà. Et que l'effet d'orthographe serait plutôt le résultat d'un conflit, quelque part, entre deux modes de sémiotique, si on veut. Donc dans les mathématiques, par exemple, bah, si les mathématiques, quelque chose sur lequel les mathématiques butent, c'est quoi sur lequel ça bute? Est-ce que c'est une espèce de réel transcendantal qui serait extérieur, ou est-ce que c'est pas un autre monde, en fait, qui serait pas, c'est pas un monde plus profond forcément, mais c'est un sorte de monde à côté. C'est comme s'il y avait un conflit entre les maths et un autre, un autre langage, en fait, en gros. Donc on pourrait dire ici peut-être que ce que Lacan appelle le réel, je sais pas, je suis pas spécialiste de Lacan, donc je sais pas si c'est ça qu'il dit vraiment, j'en sais rien. En tout cas, je reprends un peu ici la pensée de Badiou, en tout cas, plus parce qu'il s'inspire de ça. Euh, ce sur quoi butent les mathématiques, ou ce sur quoi bute quelque part le langage, ou ce sur quoi bute l'art, c'est pas forcément un seul réel, comme une espèce de réel unique. Peut-être que c'est précisément un autre langage, une autre mathématique, un autre art, en fait. Voilà. Donc du coup, et ça je pense que c'est aussi quelque chose que je peux voir comme étant un axe de recherche assez vraiment intéressant. Se dire, la limite, il y a une limite ici qui se trouve dans l'accident, il y a une sorte de quelque chose, il y a un obstacle, mais cet obstacle est une porte qu'on peut ouvrir. Et moi je pourrais dire que ce que j'essaie de faire ici, c'est de voir, quand il y a des obstacles, quel est cet obstacle, comment cet obstacle peut être, on peut comprendre que c'est une porte, comment on peut trouver la serrure pour ouvrir la porte, et comment ça peut nous amener vers autre part. Donc j'essaie de voir, on pourrait dire que je suis un petit peu un ouvreur de monde, on pourrait dire. Bon, voilà, donc ça serait un petit peu cette idée-là, quoi, du coup. Voilà. Donc voilà, j'ai parlé du coup du réel. Je vais reprendre un café. Voilà, juste, j'arrête pas là, je vais juste prendre un petit café, je reviens après juste pour m'aérer un petit peu l'esprit.
Bon, donc je reprends cette histoire de porte. J'espère que ça enregistre bien ce que je fais là. Je vais juste faire une vérification parce que... perso... Je vérifie juste si j'ai bien le son. Merde, c'est où? J'arrive pas à trouver, j'arrive pas à trouver la sortie là. Où est-ce que ça enregistre normalement ça? Alors... Bah si c'est là alors. Bon, bah, alors pourquoi je vais pas trouver ça? Alors... Ah oui, d'accord, ok. Donc... Ouais, ok, c'est bon, je l'ai, donc... Ah! Et j'ai l'impression qu'il y a une autre manière de penser, qui est peut-être la question de la pensée complexe chez Edgar Morin, mais moi je le retrouve aussi. Alors, il y a Eric Avert qui a écrit un livre. Ok, c'est bon. Donc le son est en effet un petit peu réverbéré, hein, mais c'est pas grave, c'est le... Je sais pas quoi c'est d'ailleurs. Ah! Je vais vérifier un truc parce que... Ouais, en fait, c'est vrai que, bon, niveau du son, c'est peut-être pas terrible, hein, ce que je fais là, mais après, le but, c'était d'avoir une... Normalement, ça aurait été bien que j'ai un micro... Bon, c'est pas grave. Je vais continuer mon truc et puis je vais voir où est-ce que ça me mène. C'est pas grave. Là, il s'est passé différentes choses. Donc, ça veut dire que je suis allé prendre un café, je suis allé aux toilettes, et puis donc j'ai ouvert un fichier vidéo. Donc on peut dire voilà quelque part que là je change de pièce par exemple, je prends un café, donc c'est une drogue, hein, on peut voir ça comme une sorte de drogue. Je vais aux toilettes, j'ouvre mes fichiers vidéo, donc c'est une sorte de... L'ordinateur peut être vu comme une sorte de cerveau numérique, si on veut. Donc, quand j'ouvre une vidéo, quand je trouve pas la vidéo, c'est un travail de mémoire. De quelle manière cette performance qui consiste à aller chercher une vidéo sur un PC, qu'on fait souvent assez naturellement, enfin moi je le fais règlement, de quelle manière en fait c'est un geste qui s'inscrit dans un mouvement en fait. Quel est ce mouvement? Comment il s'inscrit dans ce récit que je disais? De quelle manière il est déjà composé? Tout. Enfin, voilà. Pareil pour le café, pareil pour aller aux toilettes, pareil pour changer de pièce. Et donc je vois ça comme des formes de fenêtres. C'est-à-dire que là par exemple, je peux parler pendant ici 1 heure, mais le fait que je m'en vais et que je reviens, on peut se dire bah il se passe rien. Si, il se passe des choses. Simplement il y a un déplacement. Enfin, je vais déplacer ma subjectivité dans d'autres cadres. Donc il y a des cadres qui se font des ponts les uns avec les autres. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir les ponts entre ces cadres, ces portes. Voilà. Ce que je me rendais compte, c'est que, en fait, le monde de l'art, c'est un monde avec plein de portes. C'est super intéressant. Chaque œuvre est une sorte de porte ou une fenêtre, hein, qui ouvre vers un extérieur. On pourrait dire que c'est des sortes de portes-fenêtres, un petit peu, du coup. Parce que du coup, on peut ouvrir, voilà, une œuvre et elle peut nous amener quelque part. Bon, la question, pour moi, c'est comment on fait pour rentrer dans une œuvre, elle nous amène quelque part, elle nous ouvre un autre espace, on explore d'autres dimensions, et est-ce qu'on peut, c'est un petit peu comme dans Harry Potter, hein, est-ce qu'on peut finalement, je sais pas moi, si par exemple j'écoute une musique rock, ça me fait, je sais pas, ça me fait avoir de l'énergie par exemple, et puis avec cette énergie je vais faire du sport, et puis
Dans ce sport, je vais boire pas mal de trucs manger beaucoup de protéines par exemple, et puis je vais faire après de la cuisine par rapport à ça, et puis ensuite je vais faire de la cuisine dans un lieu artistique. Et je vais faire de la cuisine et à côté de moi quelqu'un va faire du rock. Et donc du coup on va comme revenir quelque part au point de départ un petit peu. Donc comment penser comme ça des trajets en fait qui se font à la fois au sein de l'art mais même aussi au dehors de l'art. Ça veut dire qu'il y a une forme d'extériorité à l'espace de l'art. Et l'espace de l'art est juste un espace parmi d'autres, et qu'on peut penser comme ça une sorte de voyage, en fait, un voyage un peu sémiotique, un voyage quelque part. Bon, j'ai l'impression que Nicolas Bourriaud parle un petit peu de ça, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Mais penser comme ça qu'il y a des trajectoires donc qu'on peut mener. Et moi, j'ai envie de penser ces trajectoires non pas quelque part uniquement comme étant un dessin qui serait comme pré-quadrillé, mais penser plutôt qu'il y a une pratique du voyage. Qu'il y a cette pratique du voyage qui consiste à être un peu nomade, si on veut, hein, au sens du coup de Gilles Deleuze, mais de voyager entre différents systèmes de signes, différents espaces. Et c'est pas que des signes d'ailleurs, hein, c'est des disciplines à part entière, quoi. Donc voilà, c'est pour moi le cadre général que j'essaie ici de penser, c'est ça, c'est-à-dire c'est un cadre qui permet ensuite de voyager dedans. C'est un cadre qui permet d'avoir quelque part des outils minimales, comme une sorte de boussole, une carte peut-être, ou un sac à dos, de l'argent, enfin des outils quelque part, construire des outils qui nous permettent de pouvoir comment dire, maîtriser un minimum l'espace et le temps autour de nous pour voyager dedans. Voilà, pour voyager dans ces espaces-là. Voilà, ça c'est un petit peu pour moi le travail que j'essaie de mener, je crois. Voilà, donc bon. C'est vrai que le son est pas terrible, hein. Franchement, j'avoue que c'est peut-être pas. Mais c'est pas grave, c'est comme ça fait partie du jeu, ça fait partie du réel, justement. Bon, de toute façon, là pour moi, ça c'est des sortes de prises de notes que je fais ici. Ce qui m'intéresse, c'est surtout d'essayer de voir comment je peux avoir une pratique, voir plus clair dans mes pratiques, quelque part. Un peu. Bon, voilà. Donc dans ces outils-là que j'essaie de mettre en place, hein, moi c'est plus des outils, des boîtes à outils. Hein, Deleuze aussi un peu parlé comme ça, d'une sorte de boîte à outils, quoi. Donc il y a du coup donc les affects, hein, une pratique de l'affect. Ça veut dire que j'ai l'impression que les émotions sont un système de guidage, hein, qui nous mène vers quelque chose. Si on a peur de quelque chose, peut-être qu'il ne faut pas trop y aller tout de suite. Si on a envie de quelque chose, c'est peut-être bien d'y aller. Des fois, les émotions sont liées les unes aux autres, c'est pas clair. Mais quelque part, les émotions semblent être une sorte de système GPS ou un système quelque part qui nous indique sur les courants et les flux. Et donc du coup, être capable de maîtriser correctement ces affects, les maîtriser, c'est pas les contrôler, mais c'est les ressentir, les comprendre, les démêler, les défaire, etc. C'est une manière d'être beaucoup plus fluide dans ce qui se passe autour de nous, quoi. Voilà. Ça permet du coup c'est un petit peu comme, voilà, si les affects sont des courants marins, bah, si on a un bateau, bah, c'est bien de connaître les courants, parce qu'on va pouvoir prendre les bons courants et pouvoir aller au bon endroit, ou les vents, quoi. C'est comme une sorte de vent, quoi. Donc on peut sentir le vent comme ça, et on peut trouver la bonne manière juste d'être emporté dans les bons affects, dans les bons endroits, parce qu'on va pouvoir quelque part, l'affect va nous permettre quelque part de pouvoir savoir où se situe. Je ne dis pas que l'affect c'est comme du vent, mais j'ai l'impression que l'affect est comme un indicateur de là où il y a du vent ou pas. Donc c'est un peu comme voilà, je sais pas comment dire ça, mais un détecteur qui permet de. Voilà, donc du coup c'est très utile à savoir utiliser, quoi. L'affect est un. Voilà. Et l'affect semble être beaucoup lié aussi au temps. Alors là, bon, je pourrais parler de la théorie du temps, mais je pense qu'en fait, quelque part, le monde est constitué par des ensembles de mouvements. Il y a plein de mouvements dans le monde, des mouvements différents. Ces mouvements peuvent être plus ou moins violents, plus ou moins dangereux. On peut les avoir vécus dans le corps. Et quand on a vécu des mouvements qui sont violents, eh bien, le corps s'en souvient. Et les affects, pour moi, sont des indicateurs d'une mémoire. Ça veut dire que notre corps va reconnaître des mouvements autour de nous. Et ces mouvements peuvent être quelque part annonciateurs d'une tempête à venir, par exemple. Donc voilà, s'il y a un petit coup de vent, une petite brise légère, on va se dire, ah tiens, c'est marrant ça c'est la semaine dernière, quand il y avait ça, juste après, il y avait une tempête. Alors, du coup, peut-être que ça va peut-être nous faire peur.
notre corps va avoir peur, parce que ça va lui rappeler un souvenir ancien, mauvais. Donc du coup, quelque part, être capable d'écouter son corps, de faire attention à ce qu'il veut nous dire, et il communique par les affects, beaucoup, bah, c'est une manière de, quelque part, d'être au courant de ce qui va se passer et de peut-être changer de chemin pour éviter la tempête, par exemple. Donc voilà, si on n'écoute pas son corps, par contre, c'est dangereux. Donc voilà, donc c'est un petit peu ça. Moi, une pratique du corps, c'est une pratique qui permet justement d'être alerte sur ce que veut dire le corps. Des fois, c'est pas clair, hein. Enfin, très souvent, c'est pas clair. Mais voilà, donc là, il y a un ensemble de pratiques comme ça qui sont des pratiques d'écoute du corps. Je pense que quelque part, il y a dans l'histoire des mécanismes qui sont décrits notamment par Silvia Federici autour de la chasse aux sorcières, qui ont tenté de valoriser l'esprit contre le corps et donc de vouloir réprimer son corps. Et peut-être que là, on pense aussi à la question du réel en ce sens-là. C'est comme si l'esprit avait pris beaucoup de place par rapport au corps un petit peu et s'était opposé au corps au nom d'une logique transcendantale ou je sais pas quoi. Mais là, du coup, c'est plutôt voilà, l'idée de se dire, bah non, en fait, il faut comprendre que le corps, en fait, il sait beaucoup de choses, c'est très bien, il faut l'écouter. Et c'est lui qui est au courant de plein de choses. Donc, comment retrouver ce contact-là? Et peut-être qu'on peut défaire cette coupure et cette cassure, qui est une cassure douloureuse, hein, très ancienne peut-être aussi, bah, à travers un ensemble de techniques qu'on trouve aujourd'hui sous le nom de thérapie par exemple, mais qui sont là, ou spiritualité, mais qui sont la méditation, qui sont des techniques d'hypnose, d'auto-hypnose, d'écoute du corps, voire aussi des choses de l'ordre de l'EMDR également, que je fais depuis un moment et c'est très efficace, qu'on peut faire aussi de manière solitaire. Attention, c'est un peu dangereux quand même. Je précise que c'est très efficace, mais c'est aussi un peu bourrin. Moi, en tout cas, j'essaie de le faire de manière solitaire, mais c'est vrai que bon, ça rentre dans une pratique que j'essaie de comprendre, en tout cas. Et puis, voilà, mais du coup, pour moi, c'est les outils, quoi. C'est les outils aussi qui permettent d'avoir accès quelque part à des points du corps, hein, qui seraient comme douloureux, qui seraient comme des mémoires, quoi. De la même manière, enfin, c'est plus ou moins ce qu'on voit aussi souvent ce qu'on appelle la kinésiologie, hein, c'est-à-dire le travail qui vise à sentir le corps. Donc le corps, c'est comme si le corps était une mémoire, mais qu'on ne savait pas très bien lire, si on veut. Mais que si on arrive à lire cette mémoire, on peut plus facilement ensuite naviguer dans les courants, les énergies, entre guillemets, les espaces attentionnels, les espaces... voilà. C'est comme s'il y avait vraiment toute une sorte d'économie du corps aussi, hein, qui est une infra-économie aussi, mais qu'on peut sentir quelque part où est-ce que les choses se condensent, où est-ce qu'il y a des systèmes de rythme, etc. Avec qu'en fait, il y a un ensemble quelque part de courants, de rythme, etc. Et que des fois, bah, voilà, le corps sait quelque part si la vitesse est bonne ou pas. Il arrive quelque part à sentir les systèmes de vitesse. Parce qu'il s'en souvient, il a une mémoire qui est une mémoire très ancienne qui s'est transmise. Bon, c'est comme ça qu'on peut le voir en tout cas. C'est ce que Paul Preciado appelle une somathèque. Voilà, donc le corps est une somathèque du coup. Ce qui est très intéressant, c'est que j'ai l'impression que le corps, il enregistre aussi l'ensemble des traumatismes, du coup de la mémoire en gros, hein. Mais non seulement la mémoire individuelle, mais aussi la mémoire, disons, transpersonnelle. Ça veut dire que la mémoire de nos parents, on en hérite. Alors, je ne sais pas si on en hérite par l'ADN, je ne sais pas trop, mais je pense qu'on en hérite surtout par du culturel. Ça veut dire que les traumatismes se transmettent dans l'éducation également. Ça peut être, enfin, la mémoire en tout cas. Il y a une sorte d'héritage en fait, qui se transmet d'une manière ou d'une autre. Bon, je sais pas. Bon. Je crois que ça se transmet pas mal par enfin bon, je pense qu'il faut défaire le rapport entre inné et acquis, quoi, là-dessus, c'est pas la question. Mais qu'eux-mêmes ont eu de leurs parents, qui eux-mêmes ont eu de leurs parents, donc c'est des mémoires qui peuvent venir de très anciens, du coup, à ce niveau-là. Ça veut dire aussi que ces mémoires, vu qu'elles sont dans notre corps, eh bien, si on a peut-être les bons outils, les bonnes techniques, on peut essayer d'y accéder, on peut essayer de faire remonter ces mémoires, d'y accéder, et ça peut être des mémoires de choses qui sont passées il y a très longtemps. Il est possible qu'on peut faire une sorte de généalogie à ce niveau-là, ça veut dire un travail de mémoire, un travail d'écoute des mémoires, et que les guerres, les traumatismes anciens, etc., les choses qui ont traversé le champ social et collectif, sont encore inscrits, sont encore présents dans l'espace social, sous la forme de crispation, de tension, de traumatisme, qui s'inscrit dans les corps, mais aussi potentiellement dans les institutions elles-mêmes,
C'est-à-dire que la forme d'une institution, pour moi, je pense qu'elle est très liée aussi à une mémoire. Une institution, c'est une mémoire, mais elle est liée, cette mémoire est liée aussi à des choses qui sont passées auparavant. Donc, et ça s'inscrit dans le récit. C'est que le récit aussi, que je parlais avant, le récit c'est du temps, mais le récit est une mémoire, c'est une sorte de cristallisation du temps, hein, qui prend la forme d'institution, d'un corps, de quelque chose qui va, à un moment donné, cristalliser cette mémoire. Et donc du coup, on peut travailler le temps, travailler l'histoire, en travaillant la forme d'un corps. La forme d'un corps, ou ses affects, ou ses tensions. La maladie, à ce niveau-là, alors c'est une lecture, hein, mais on peut penser, dans cette lecture un peu aussi spiritualisante, que la maladie, c'est ce réel qui résiste. Hein. C'est le moment quelque part où il y a quelque chose que le corps, une mémoire du corps qui se dit, qui se... Et donc peut-être quelque part qu'en effet, alors c'est une lecture psychanalytique en effet à ce niveau-là, mais c'est que la maladie serait psychosomatique, quelque part elle serait une espèce de témoignage d'un événement passé, peut-être très ancien quelque part. C'est une hypothèse, hein, mais qu'on peut comprendre comme tel. Ça veut dire qu'on pourrait faire une sorte de psychanalyse des maladies. Voilà. Bon. Et en même temps, cette psychanalyse, voilà, il ne s'agit pas non plus de la rattacher au mythe d'Oedipe ou n'importe quoi. Il s'agit de penser qu'il y a dans la maladie en fait un conflit, disons, un conflit entre deux mémoires. D'un côté, une mémoire qui passe par le langage, et de l'autre côté, une mémoire qui passe par un autre langage qui est celui du corps. Et la maladie serait ce conflit-là, serait ce réel qui serait en fait un conflit, la modélisation d'un conflit. Donc voilà, là c'est intéressant parce que du coup ça veut dire qu'on pose ici la question presque du soin, sous cette forme-là. Ça veut dire que quelque part, le travail d'aller chercher, le travail de traiter l'information, de traiter la mémoire ici, de traiter ces différences entre ces différentes modalités de sémiotisation que sont le corps, qui se fait un peu malgré nous si on veut, et puis je sais pas, le langage qu'on a l'impression de maîtriser alors qu'en fait on est aussi pris par le langage. Mais, comprendre quelque part les conflits et les mises en jeu qui se jouent entre ces différents régimes sémiotiques, perceptifs, etc. Comprendre quelque part que là-dedans il y a des tensions qui peuvent se jouer et qu'on peut démêler ces tensions, c'est faire un travail du coup thérapeutique. En fait. Et en même temps, c'est ce que propose Guattari et Deleuze. Hein. Eux, ils disent aussi que, voilà, que je crois, dans Mille Plateaux, je crois qu'ils veulent faire une psychiatrie matérialiste, et c'est ça. C'est pareil, la question de la folie, elle se pose comme telle aussi. Je pense que la psychose, c'est ça aussi. La psychose, c'est le résultat d'un conflit entre deux régimes entre deux... une tension entre deux régimes sémiotiques, de régimes formels, de langage, si on veut. Hein. Langage au sens très large, hein, du coup. Voilà. Sachant qu'en fait, ce conflit-là, entre ces deux langages, il va se répéter. Ça veut dire que c'est un petit peu comme deux langages qui se font la guerre, et ils se font la guerre régulièrement. Donc du coup, ils se tapent dessus tout le temps, comme ça. Jusqu'à ce quelque part que ça pète, ou jusqu'à ce quelque part qu'en fait on arrive à essayer de comprendre pourquoi ils se tapent dessus, parce qu'on sait peut-être pas pourquoi ils se tapent dessus. Peut-être qu'on ne sait plus. Voilà, ils se tapent dessus, mais ils ne savent pas pourquoi, parce qu'ils se tapent dessus parce qu'ils se souviennent que c'est l'autre qui a commencé. Donc du coup, les deux se tapent dessus parce qu'ils ont eu l'impression que c'est l'autre qui a commencé. Mais en fait, quand on fait ça, justement, on se rend pas compte que... Enfin, j'ai l'impression que... Et pour moi, c'est comme ça qu'on peut poser la guerre aussi. J'ai l'impression que dans la guerre, parce que je me suis beaucoup intéressé à la question de l'agression également, pourquoi on s'agresse, pourquoi on se fait violence les uns les autres. J'ai l'impression qu'on se fait violence parce qu'on n'arrive pas à comprendre le langage de l'autre. C'est que l'autre utilise un langage que je ne comprends pas, très bien, ou que je crois comprendre mais qu'en fait je ne comprends pas, et donc l'autre, quelque part, va faire ou dire un geste que je vais prendre comme une agression. Et c'est parce qu'il y a une sorte de quiproquo, d'incompréhension si on veut, que je vais avoir l'impression que l'autre m'insulte, par exemple, alors qu'en fait, peut-être que dans ce que lui dit, il n'y a aucune insulte, je veux dire, de son point de vue. Donc moi, du coup, je vais l'insulter en échange, et puis du coup, il va se sentir insulté. Donc en fait, il y a une espèce comme ça de deux jeux de langage qui se confrontent l'un à l'autre, et qui vont comme amplifier. C'est une sorte d'incompréhension, un quiproquo qui s'amplifie. Mais finalement, la guerre ou l'agression ou le conflit, c'est juste comment dire, un peu comme un trauma où ça signifie, c'est juste quelque part, c'est un outil important pour montrer qu'il y a un quiproquo, pour montrer quelque part qu'il y a deux langages qui n'arrivent pas à se comprendre. Et que ça oblige à ce qu'on se penche dessus, quelque part.
Donc ça veut dire que c'est aussi un conflit, ça peut être douloureux qu'il y ait un conflit, mais c'est aussi quelque part, disons, je pense que ça fait partie dans le récit, il y a une sorte de logique, disons, du conflit, si on veut. C'est que la logique du conflit, c'est qu'elle permet de révéler une incompréhension entre des gens euh, euh, qui peut être dépassée. Elle ouvre la possibilité d'un dépassement du langage. Ça veut dire qu'elle permet de penser la possibilité qu'il puisse exister un, un nouveau langage, un surlangage, un métalangage, qui permettrait quelque part de relier les deux éléments du conflit. Tout comme aujourd'hui, bon, par exemple, voilà, on a en physique deux langages, deux systèmes, un système physique quantique, un système relativité générale, ils sont incompatibles. Et donc l'idée, c'est de construire un métamodèle qui permettrait d'englober les deux. En attendant, il y a un conflit entre les deux, ça se fight. Voilà. Tout comme il y a un conflit entre deux courants philosophiques, etc., et qui pourront peut-être être dépassés. Donc bon, il y a un côté peut-être un petit peu hegelien là-dedans, la question du dépassement. Etc. Mais c'est vrai que moi, parce que ce dépassement, il n'est pas forcément. C'est comme si ce dépassement, il était rendu possible, pas uniquement en faisant un métalangage qui réunit les deux langages, mais en essayant aussi d'être dans une forme de déconstruction. Ça veut dire qu'il s'agit aussi de revenir à l'origine du conflit. C'est comme si, pour comprendre pourquoi ces deux langages n'arrivent pas à se comprendre, il faut comprendre aussi, quelque part, que peut-être que depuis le début, il y a depuis le début une sorte d'incompréhension. Et c'est dans l'origine aussi qu'on va pouvoir comprendre où se situe le problème. Donc ce métalangage, en fait, il n'est pas forcément à inventer dans l'avenir, il est aussi quelque part à comprendre qu'il était peut-être là dès le début. Peut-être que dès le début, il y avait la possibilité, il y avait presque un langage commun, quelque part, mais ce langage commun n'a plus fonctionné. Il s'est comme confronté à quelque chose qui l'a divisé en deux, un petit peu. Mais voilà, c'est-à-dire que il peut être réparé, si on veut, et on peut le reconstruire sur un métalangage, mais c'est aussi en allant chercher la cause qu'on peut comprendre aussi. Donc voilà, il ne s'agit pas d'être, disons, ni à tout prix de chercher le dépassement du conflit dans le futur. On peut aussi chercher dans le passé, quoi. Voilà, donc ça va ensemble. Hein, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est un peu la même chose, quoi. Bon. Voilà. Bon, je dis beaucoup de choses, tout ça. Hein, voilà. Toute cette question de l'affect aussi, hein, la question de l'affect ici. Donc là, ce que je vois ici, c'est que ce que j'essaie de penser ici, c'est une forme de faire une sorte de géographie, hein, de géographie de l'affect, de penser qu'il y a une forme de tectonique, si on veut, au sens de tectonique des plaques, des systèmes affectifs, hein, que l'affect, en fait, c'est quoi? L'affect est un indicateur d'une espèce de thermodynamique des flux et du mouvement, en gros. Ces flux et ce mouvement sont présents dans l'espace, disons, non humain, entre guillemets, dans les arbres, les animaux, mais aussi, surtout aussi chez les humains, parce que les humains aussi ont leur propre système temporel qui s'échange, etc. Chaque institution sont des systèmes qui régulent des systèmes de temporalité, d'espace, etc. Et dans le corps aussi. Enfin, j'essaie de comprendre en fait, en gros, comment fonctionne toute cette économie, toute cette géométrie, voilà, et comment faire une sorte de cartographie. Enfin, pas forcément une cartographie en tant que telle, parce que j'ai besoin de cartographie un petit peu, mais c'est plutôt de penser de manière dynamique, c'est de penser quelque part les règles physiques qui sont liées à ça, c'est-à-dire pouvoir faire de pouvoir avoir une lecture du système, hein, d'avoir quelque part une espèce de faire une grammaire, en fait, d'essayer de comprendre c'est quoi cette grammaire. Il y a une forme de grammaire temporelle, un petit peu. Le temps a une grammaire, on pourrait dire, il s'organise selon certaines règles. Ce mouvement, si on veut. Mais je pense que en fait, le temps, c'est du mouvement, en gros. Que le mouvement produit du temps et de l'espace, mais c'est d'abord du mouvement qu'elle a. Et j'essaie de comprendre du coup comment fonctionne cette grammaire, comment elle se structure. Et ça, pour moi, c'est le récit. Mais du coup, ça lie à la fois des questions de physique, c'est-à-dire de comment on pense le temps et l'espace, comment on le structure, comment on le traduit en termes mathématiques éventuellement, ou pas, bon, peut-être que c'est pas possible, et comment ça se pose avec la question anthropologique. Il s'agit pour moi là-dedans de penser, non pas forcément un universalisme, parce que c'est vrai que mais quand même, de s'inscrire dans une conception, de pouvoir repenser l'universalisme, parce que je pense que l'universalisme est en crise aujourd'hui, hein, il y a eu voilà, la physique a voulu proposer une forme d'universalisme au sens où la physique elle s'applique partout tout le temps, en théorie. Les mathématiques se veulent universelles, la haute culture européenne se veut universelle, et puis on se rend compte que peut-être pas tant que ça. Hein. La critique queer, décoloniale, pour moi aussi de l'ordre
la critique qui peut venir aussi de l'antipsychiatrie, etc., semble indiquer l'idée qu'il y a peut-être une extériorité à ça. Et moi, j'explore cette extériorité. Donc j'essaie ici de faire une sorte de critique de ces catégories fondamentales qui sont posées en Occident, de ces catégories de savoir, en fait, en essayant d'ouvrir, en faisant une déconstruction, mais qui permettrait d'ouvrir de nouveaux champs. En fait. Et ce champ-là, c'est vraiment pour moi une démarche qui se veut universaliste, qui se veut générale, hein, qui veut quelque part ouvrir le paradigme le plus général possible pour quelque part qu'on soit un peu d'accord sur un fond commun. Voilà, parce que j'ai l'impression que si on ne fait pas ça, ça devient autoritaire, parce qu'on impose quelque part. L'Occident impose sa manière de voir le monde avec ses mathématiques, son langage, ses trucs. Alors qu'en fait, non, il faut penser qu'il y a une sorte d'extériorité à ça. Voilà. Je pense au terme de dehors, je pourrais dire que je fais un espèce d'art du dehors, qui consiste à aller explorer le dehors. Et en même temps, en même temps, c'est bien aussi de pouvoir revenir, mais c'est plutôt dialoguer avec le dehors et voir même que le dehors n'est pas forcément... Enfin, dire le dehors, en fait, là je viens de faire tomber mon stylo, donc peut-être que ça a une signification, je sais pas, mais dire le dehors, ça suppose quelque part qu'il n'y a qu'un seul dehors. En fait, des dehors, il y en a plusieurs, il y a des dehors, parce que chaque dehors est différent. Il n'y a pas un extérieur, en fait. C'est un peu l'histoire du fou. C'est un fou qui est dans un hôpital psychiatrique, et puis il grimpe sur le mur, et puis il voit qu'il y a des gens à l'extérieur du mur de l'enceinte. Et il dit, il voit un passant, et puis il dit au passant, hey, vous êtes nombreux là-dedans? Voilà. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ça l'Occident. J'ai l'impression que l'Occident, c'est un petit hôpital comme ça. Ils ont l'impression que leur monde, c'est tout cet hôpital. Et en fait, quand ils regardent à l'extérieur, ils ont l'impression que l'extérieur, c'est juste un cas particulier de leur conception du monde. Mais en fait, non, c'est beaucoup plus large, quoi. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe aujourd'hui, en fait, que les courants queer, en général, les courants de la déconstruction, quelque part, essayent de faire ça, essayent un petit peu de défaire une sorte de privilège épistémique, de privilège perceptif d'Occident, en disant, bah, peut-être que l'Occident, c'est juste... ça se veut universel, mais en fait, cette universalité, elle est extrêmement restreinte. Et en fait, il y a un truc énorme qui s'ouvre derrière. Donc moi, c'est ça que j'essaie d'ouvrir aujourd'hui, c'est d'essayer de voir ce truc-là. Je pense que c'est présent aussi dans l'art. Ça veut dire que je pense que l'art occidental, auquel je fais partie, que je trouve gigantesque, il y a beaucoup de choses, bien sûr. Mais j'ai l'impression que c'est fondé sur des paradigmes de perception qui font que notre perception, si l'art est une technologie de perception qui nous permet de percevoir le monde, tout cet art est fondé sur un paradigme, dans un espace et un temps, on va dire, qui lui-même est un peu fermé, quoi. Voilà. Et la question c'est, est-ce qu'il y a possibilité d'ouvrir ce paradigme de l'art? Est-ce qu'on peut désoccidentaliser l'art, en gros, si on veut? C'est un petit peu la question. Et la question de l'art, par exemple, comme je l'ai vu, alors c'est vrai que c'est occidentalisé aussi, mais à Shanghai ou à Toronto, en fait, c'était un peu pareil que ce qui fait... Voilà, c'est de l'art qui est exposé dans des white cubes. Donc, pour moi, je crois que le white cube, comment dire, c'est un paradigme idéologique, c'est un paradigme de perception. C'est que pour moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ce qu'on expose dans le white cube, c'est le white cube lui-même, en fait, qui me pose question. Bon, mais voilà, donc voilà. Je vais continuer un petit peu encore, hein, c'est intéressant de ça. Donc voilà, donc en fait, j'essaye donc ici de travailler cette espèce de, je disais, cet art du dehors, art des dehors, on va dire, des dehors à l'Occident, du coup. Et notamment, voilà, depuis ce qu'on pourrait voir comme un art, disons, entre guillemets, intersectionnel, la critique qui est de se dire, voilà, aujourd'hui, les gens qui ont du pouvoir en Occident, c'est les hommes cis blancs hétéros, bourgeois, valides, diadiques, etc. Et donc j'ai essayé de voir aussi, alors moi je fais partie aussi, alors je suis pas, j'apparais là comme un homme cis blanc, etc. Mais je suis touché par cette question-là parce que en tant qu'homosexuel, je ne suis pas dans la case hétéro. Et en tant que trans, même si j'apparais comme un homme, donc la question je peux me revendiquer trans, c'est tout à fait possible, mais en même temps c'est vrai qu'il y a je n'apparais pas comme trans ou comme ça que n'ayant pas de passing, la transidentité m'apparaît. Voilà, j'ai l'impression que l'expérience sociale que j'ai de la transidentité,
elle est limitée, évidemment, très limitée. Mais voilà, même aussi en termes de classe aussi, mon rapport à la classe sociale, il est un peu... j'ai vu que je traverse différentes classes. À un degré peut-être léger, mais quand même, je vois comment j'ai un peu des positions entre différentes classes. Et ça m'intrigue de voir de quelle manière ces expériences-là que je mène, de déplacement entre des classes, de déplacement dans le genre, de déplacement dans le désir sexuel aussi, de quelle manière ça se lie à des systèmes d'oppression, de quelle manière ça se lie quelque part à des perceptions qui sont liées à ces systèmes d'oppression, de quelle manière... Enfin, donc du coup, j'agis un petit peu ici comme une forme de sociologue, on va dire, mais à partir de ma vie quotidienne. Je ne suis pas un sociologue qui va étudier de manière extérieure quelque chose, mais c'est à partir de ma vie, de mon expérience, de ma perception, que je vais essayer de comprendre de quelle manière la question de l'esthétique et la question même de l'existence, elle est structurée, même du récit anthropologique aussi, à ce niveau-là, qui assigne à chacun des places, des perceptions. De quelle manière il y a une sorte de partage du sensible, c'est un terme de Jacques Rancière, un partage du sensible, mais aussi un partage de la pensée, un partage de ce qu'on est autorisé à penser. C'est chaud, mais je vois quelque part que quand on est artiste, par exemple, par rapport au fait d'être ouvrier, ou quand on est homme par rapport au fait d'être femme, c'est peut-être moins évident, mais quand même, je vois quelque part qu'on n'est pas autorisé, on n'est pas autorisé à penser la même chose. C'est un peu dur ce que je veux dire, mais en tant qu'artiste, on se sent légitime, et c'est tout le travail d'artiste, c'est celui-là, je crois aussi. Il y a une forme de légitimité à pouvoir s'autoriser à trouver des nouvelles formes, à trouver de nouveaux modèles de pensée, etc. À pouvoir fabriquer de nouvelles choses. Alors que si on n'est pas artiste et qu'on est ouvrier, quelque part, c'est comme si tout nous faisait rentrer dans une case où on est interdit de parler, de penser, etc. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas ou qu'on ne pense pas, mais ça veut dire qu'il y a une pression, évidemment, qui est mise sur nous de l'extérieur, là-dessus. Et que ces cases-là, ces cases de travail, ces cases de métier, sont aussi des cases de subjectivité, sont aussi des espaces, quelque part, qui délimitent, en gros, qui a le droit de parler et qui n'a pas le droit de parler. Qui a le droit de penser et pas de penser. Et en fait, ça agit vraiment sur la subjectivité, même quand on n'est pas au travail. Voilà, c'est-à-dire que même quand on rentre chez soi, on est encore pris par ce truc-là. Voilà. Et par exemple, même aussi pour le genre, donc pour la pensée, je ne sais pas si je pourrais dire que... Mais je me pose la question de me dire, oui, en effet, est-ce qu'il y a des sortes de censures symboliques qui apparaissent au niveau du genre, au niveau de la parole et de la pensée, évidemment. Ça veut dire que, de la même manière, quelque part, qu'une fille n'a pas le droit d'être, on l'interdit, d'être forte, un garçon n'a pas le droit de parler de parler de ses émotions, ou d'être triste, ou de voilà. Et de quelle manière ces injonctions sur les affects conditionnent aussi des modes de pensée, des manières de penser qui... Voilà, de quelle manière le fait d'interdire la tristesse empêche de penser depuis la tristesse, par exemple. Voilà. De quelle manière ça induit aussi des cases de... Bon bref, voilà, on voit l'idée. Alors évidemment, là je parle pour la classe et le genre parce que ça me concerne, mais on pourrait penser ça aussi sur les autres systèmes d'oppression, comme le racisme, comme la psychose, etc. De la même manière, là, pour la psychose, pour moi c'est un enjeu très important. Donc là, j'ai écrit Performer la folie. J'en parle parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on s'intéresse beaucoup dans le champ sociologique à un peu aux trois catégories, classe, genre, race. Et c'est en effet important parce qu'on voit que c'est quelque chose qui est très structurant. Mais dans mon histoire familiale, il y a aussi la question de la folie qui se pose. Et même pour moi aussi. La question de la folie, qui est intéressante pour moi parce qu'elle pose la question beaucoup aussi du rapport à l'ontologie et du rapport au réel. Du rapport au réel et du rapport à l'intelligence aussi. Et j'ai l'impression qu'en fait, dans le rapport à la, entre guillemets, folie, en fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une sorte de norme, en fait, une norme de pensée. Une norme de pensée et de comportement. Il y a des choses quelque part qui soient une norme de langage, on pourrait dire. Et que de manière générale, tous les gens qui ne rentrent pas dans cette norme-là sont déclarés comme étant fous. Et que ce qu'on appelle la folie, en fait, c'est une forme de diversité, c'est une forme de diversité de gens qui sont un peu en marge de ce que le système central refuse de voir, ce qu'on pourrait appeler la neuronorme. Neuronorme, c'est un terme qui est utilisé par un auteur américain, je crois, mais je ne sais plus très bien. Aujourd'hui, on a des liens entre la pensée queer et la pensée, la neurodiversité, à travers notamment le terme de neuroqueer. Et là-dessus, je pourrais dire que j'essaie de me pencher sur cette question de neuroqueer. C'est-à-dire de la même manière qu'il y a une pensée queer
qui vise à interroger la norme hétérosexuelle depuis l'extérieur, depuis un dehors, qui serait le dehors du coup queer, voilà, dans lequel l'hétérosexualité n'est pas une norme, enfin n'est pas quelque part une normalité avec des cas particuliers qui seraient les homosexuels, les trans, etc. Mais au contraire, que l'hétérosexualité, la cis-hétérosexualité est un système normatif minoritaire, mais qui s'impose de manière hégémonique. C'est la même chose qui peut être posée par rapport à la folie. Ça veut dire que, folie entre guillemets, ça veut dire que, en fait, les psychotiques, les schizophrènes, les paranoïaques, tous les gens qui sont inscrits dans le DSM, qui est l'ensemble de la classification, qui est le livre qui référencie la classification des maladies psychiques, les malades en gros, les malades quoi, que l'ensemble des malades mentaux ne sont pas en fait des cas particuliers pathologiques d'une forme de normalité, mais au contraire, la normalité est une normalité psychologique, on va dire, est un cas particulier hégémonique qui s'impose sous la forme de normes, que les gens, quelque part, respectent par... je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, enfin, bon, ils respectent parce qu'il y a une répression qui est très forte, mais que, en fait, c'est lié à une répression. C'est que le fond ontologique de l'humain, si on veut, ça serait plutôt... Elle est révélée par la psychopathologie. La psychopathologie est une forme de résistance, quelque part, à une norme qui s'impose. Donc c'est à travers la question de la marge, des marges, enfin quand je dis marge, c'est-à-dire des dits malades mentaux, en fait, les malades mentaux révèlent quelque part le refoulé ou la forclusion quelque part du système qui impose des normes de comportement et de langage, en gros. Ça veut dire que la neuronorme serait une forme d'abstraction, au même titre que le capitalisme, etc., qui va imposer des comportements, des manières d'être et de faire, qui serait une sorte de mémoire. Hein. Peut-être quelque part que c'est aussi, pour moi, c'est une mémoire qui vient d'ancien, donc il ne s'agit pas de dire qu'il faut à tout prix la défaire. Mais que quelque part, les formes de résistance à cette neuronorme sont révélateurs d'un autre langage, en fait. Et moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de penser, c'est que si nous voulons quelque part, non pas une neuronorme, mais une sorte de neuro-ontologie, si on veut, ça veut dire quelque part d'un système, je viens de me gratter le sourcil, donc peut-être qu'il y a une signification du sourcil, je ne sais pas, mais c'est un système qui serait capable, de manière beaucoup plus générale, d'englober la diversité, donc c'est la neurodiversité à ce niveau-là, la diversité quelque part des manifestations de la subjectivité humaine, sans passer par des formes de répression extrêmement graves et violentes, hein, que sont la psychiatrie, quand même, il y a des choses très violentes avec la psychiatrie, hein. Eh bien, on aurait quelque part un apaisement de cette question. Il n'y aurait plus une séparation entre psychopathologie et normalité, mais il y aurait quelque part une manière de... Enfin, la maladie serait résolue, parce qu'en fait, ça représente un conflit. Voilà, il y a une espèce de... La psychiatrie représente ici un conflit. Pour moi, le traumatisme, c'est la psychiatrie. La psychiatrie, c'est la maladie elle-même, en gros. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça que je dis, en fait. C'est que la maladie n'est jamais quelque chose qui est à l'extérieur. C'est pas... la maladie comme un... Voilà. La maladie est un révélateur d'un conflit entre deux langages. Et là, pareil pour moi, c'est que la psychiatrie, enfin, la maladie mentale n'est pas une maladie extérieure, c'est un conflit entre deux langages, entre un langage normalisé et du quotidien normal, enfin normé entre guillemets, et puis de l'autre côté un autre langage qui serait celui des schizophrènes, des paranoïaques ou d'autres choses comme ça, et que la psychiatrie essaye de... Comment dire, alors souvent elle prend parti plutôt pour le langage normé, mais elle est entre deux, quoi. Elle est entre deux et elle essaie de faire comme elle peut le pont entre les deux. Mais peut-être que c'est pas l'agent aujourd'hui le plus pertinent pour faire ça, parce qu'elle le fait beaucoup de manière répressive. Peut-être qu'aujourd'hui on peut penser au contraire qu'il y aurait une forme de dialogue possible entre ces deux langages. Entre le langage de la folie d'un côté, le langage neuronormé de l'autre, en sachant quelque part que ces deux langages sont plutôt une scission dont la psychiatrie est un symptôme, incision dont on pourrait trouver l'origine, quelque part. Voilà. Donc là, il s'agit de faire aussi une sorte de généalogie ici, hein. Une généalogie quelque part de la psychiatrie, un petit peu, si on veut, ou plus que ça, une généalogie de la maladie mentale, pour comprendre que la maladie mentale est toujours une sorte de production. Et je pense que c'est... Alors, je ne l'ai pas lu, hein. C'est dommage d'ailleurs, mais quel dommage. Mais je pense que c'est un peu ce que fait Foucault, parce qu'il fait une généalogie de la folie, si on veut. Voilà. Sauf que pour moi, j'ai l'impression que ça ne va pas jusqu'au bout, puisque finalement, comment dire, pour l'instant, c'est pas appliqué. On est encore dans le quotidien à parler de... Moi, je parle de folie ici parce que j'utilise ce terme-là parce que moi-même, je me sens
fou, c'est un peu une insulte. Voilà, donc mais peut-être que c'est pas juste de dire ça. Parce que pour moi, c'est pas précis de dire schizophrène, paranoïaque, c'est utiliser le vocabulaire de la psychiatrie que j'ai pas envie d'utiliser. Et pour moi, ça renvoie à la question de la folie. Parce que justement, voilà, dans mon histoire familiale, il y a des gens qui ont été désignés comme fous. Ou en tout cas comme malades mentales. Et je pourrais peut-être, plutôt que fou, je vais te dire malade mental là-dessus. Mais c'est pareil, ça veut dire qu'il y a aussi une histoire de la maladie mentale. L'homosexualité était considérée comme une maladie mentale. La transidentité depuis pas si longtemps a été considérée comme aussi une maladie mentale. Et donc moi je m'ancre aussi dans cette histoire, à la fois en tant que quelqu'un qui fait partie d'une histoire familiale de gens qui ont été assignés comme fous, ou en tout cas comme malades mentales, mais aussi comme étant, faisant partie aussi des gens qui sont considérés comme des malades mentaux, historiquement, en tout cas comme des criminels, comme des criminels aussi, non parce que c'était criminalisé aussi par la loi, en tant qu'homosexuel. Donc voilà, c'est depuis cette histoire que je travaille, et ce qui m'intéresse, c'est de penser cette question depuis le point de vue des gens qui sont oppressés par rapport à ça. Donc, dans cette logique-là, il s'agit pour moi de défaire la violence et la répression qu'il y a à ça. Et en même temps, je dois prendre un peu les deux points de vue. Je dois prendre à la fois le point de vue neuronormé et le point de vue neuroatypique pour essayer de comprendre où se situe le trauma, quoi, si on veut, le problème dans le langage. Donc pour moi, ça passe par le fait de repenser la notion même du langage dans ses axiomes, dans son présupposé. C'est comme si la neuronorme était liée à des présupposés de langage qu'il fallait pouvoir défaire. Et c'est ça que j'essaie de faire. Moi, c'est un travail aussi d'artiste, de faire une déconstruction des objets profonds de la culture. Ça rejoint ce que je disais au début, ça veut dire que je crois qu'en fait, cette question de langage, elle est liée à des présupposés sur ce que c'est que le langage, sur comment il fonctionne, sur comment on l'interprète, sur ce qu'il veut dire. Et qu'en fait, ces présupposés sont comme performés, sont reproduits par un système de répression qui empêche d'avoir accès à leur extériorité. Enfin, je sais pas trop ce que je dis, mais par exemple, je veux dire, il est possible que la neuronorme s'inscrive dans la grammaire d'État. Il est possible, c'est une possibilité, que les fautes d'orthographe, en gros, c'est une sorte de maladie mentale du langage. C'est voilà, que en fait les psychiatrisés sont en fait des gens qui font, ce sont les fautes d'orthographe de la psychiatrie, mais qu'en fait si par exemple le monde social est structuré, le monde, je sais pas, de la France est structuré par la langue française, eh bien, pour simplifier, à chaque fois qu'on corrige une faute d'orthographe, en fait, on maquille le réel on empêche quelque part un langage autre d'émerger, on maquille un conflit quelque part, on réprime un conflit de la même manière qu'on réprime aussi une subjectivité divergente quelque part, une subjectivité qui serait inscrite dans un autre langage. Donc ça veut dire peut-être quelque part que la psychophobie, elle s'incarne dans des pratiques de langage qui sont inscrites dès l'école, par exemple. C'est dans ce sens-là. Donc c'est-à-dire que et en même temps, voilà, c'est-à-dire que on fait ça. Bon, peut-être qu'il y a une raison de faire ça. Peut-être que c'est nécessaire. Peut-être qu'il faut exclure. Moi, ça me fait chier de me dire ça, mais peut-être qu'il faut exclure parce que peut-être que c'est une manière aussi de garantir l'intégrité d'un langage commun. Qui sinon, peut-être qu'il faut mettre de côté justement certaines personnes parce que quelque part, si elles étaient intégrées, elles feraient plus de mal que si jamais, voilà. De la même manière, peut-être qu'il faut corriger des fautes d'orthographe parce que si on les laisse exister, eh bien, on comprend plus rien et ça crée plus de problèmes que ça en résout. Bon, par exemple. Mais voilà, moi j'ai envie quelque part je pense que c'est possible. Je pense qu'aujourd'hui on a les outils pour aller plus loin que ça, pour essayer quelque part d'inclure ces fautes d'orthographe de telle manière que ça pose pas de problème, que c'est plus un problème en tout cas, qu'on n'a plus besoin de les corriger. Et je pense que c'est pareil. Enfin, moi je suis contre la correction, je suis contre la répression, contre la correction, et je suis contre le fait quelque part qu'on exclut des gens parce que soi-disant ils pensent pas comme il faut ou ils n'ont pas les bons comportements, quoi. Voilà, donc c'est un petit peu cette question-là que je pose ici. C'est une sorte d'anti-psychiatrie si on veut, mais qui serait un peu abstraite, en gros, qui se situerait au niveau de l'abstraction. Je pense qu'on peut penser la question de l'anti-psychiatrie en termes des structures de langage, en le pensant au niveau des structures sémiotiques, quoi. Voilà, vaste programme. Bon, donc voilà. Donc voilà, donc j'ai mis épistémologie, savoir situer. Donc voilà, pour moi, quelque part, toute cette question-là, il s'agit de penser ici donc une épistémologie du dehors, donc un paradigme. En gros, c'est de se dire de quelle manière, en se situant depuis une extériorité face à la pensée occidentale, qui se structure selon un ensemble de technologies de l'esprit, au sens d'Alain Stigler,
c'est-à-dire un ensemble de techniques abstraites comme les mathématiques, le langage, l'art dans ses formats d'exposition, comment dire, voilà, structurés, quoi. Enfin, je parle pas des grottes de Lascaux, je parle vraiment de l'espace du White Cube. Bon. De quelle manière on peut, à travers une critique de ces espaces-là, donc une critique, c'est-à-dire une mise à distance, un recul en fait, par rapport à ces objets-là, pouvoir penser à un paradigme qui serait plus inclusif, plus général, de la même manière que donc il ne s'agit pas d'abolir non plus quelque part ces espaces-là, il s'agit d'en partir quand même, d'avoir un pied dedans si on veut, enfin, mais de pouvoir ouvrir ça, de pouvoir en opérer un dépassement. Il s'agit d'opérer ici un dépassement quelque part de ce que je pourrais voir, pas forcément la métaphysique occidentale, mais des technologies de l'esprit occidental. Bon, comme je disais, ambitieux donc, mais de la même manière que il y a eu une mathématique non euclidienne, hein, qui a opéré un dépassement de la métaphysique, de la métaphysique et de la mathématique euclidienne. Mais c'est pas son abolition, c'est son dépassement. Donc il s'agit ici de penser à un dépassement, en fait, pour moi. Ce qui permet pour moi juste de... Pour moi, alors, pour moi, il y a un guide là-dedans aussi, hein, si je fais ça, c'est parce que, en fait, c'est qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de souffrance. Moi, je ressens de la souffrance, je ressens de la violence dans ma vie. Quand j'étais enfant, cette souffrance, elle se liait à un sentiment d'incompréhension, parce que j'avais l'impression quelque part que il y avait un truc qui fonctionnait pas. Mais je crois aujourd'hui, avec le recul, que ça vient du fait que je trouvais que ce qu'on m'apprenait à l'école, les savoirs que j'apprenais à l'école, ils n'étaient pas tout à fait en phase avec ce que je vivais dans ma famille. C'est que mon histoire familiale, qui est traversée par la folie, par les guerres, par la violence de genre aussi, la violence conjugale en particulier, je voyais que c'était des choses qui n'étaient pas présentes au sein de l'école, donc je voyais un décalage qui était bizarre, je crois, mais je n'avais pas à le conscientiser à ce moment-là. Et puis même aussi, je voyais aussi que dans la cour de récréation, il y avait de la violence, des gens qui se frappaient, il y avait... moi j'ai pu aussi vivre de la violence aussi à ce moment-là, des formes de harcèlement, et je voyais quelque part que ces choses-là étaient... Enfin, le monde des mathématiques, le monde du langage, le monde scolaire, était un autre monde, un peu idéal, si on veut, mais en même temps tellement déconnecté, disons, du monde un peu réel, quoi. Et cette scission-là, entre la cour de récréation et la salle de classe, m'apparaissait tout à fait structurante, m'apparaissait en fait déprimante presque un petit peu, parce que moi, c'est comme si j'avais cherché un espace commun. Il n'y avait pas de cohérence là-dedans, en fait. Et c'est comme si j'essayais aujourd'hui de retrouver une cohérence, de retrouver quelque part une manière de pouvoir lier l'espace du savoir, l'espace abstrait du savoir et de l'esprit, qui est la salle de classe, le savoir abstrait, avec le concret du corps, dans la cour de récréation, ou même sur la terre, quoi. On pourrait dire que c'est relier le ciel et la terre, si on veut. Hein, voilà. Mais c'est un petit peu ça, c'est un travail aussi poétique à ce niveau-là. Hein. Donc il s'agit de lier le corps et l'esprit, si on veut. Bon, et ça c'est millénaire, hein. Je crois que je suis pas le seul qui fait ça. Bon, mais... donc voilà, pour moi, on pourrait dire que c'est un dépassement de l'épistémologie, mais l'épistémologie pensée au sens très général, de paradigme. Hein. C'est pas une question de savoir, mais c'est pas juste la question de savoir, c'est un dépassement presque des pratiques. C'est comme si j'essayais de penser à un dépassement des... Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il y a ce que je pourrais dire, c'est que depuis à peu près 2600 ans, ce qui remonte un petit peu comme du coup, voilà, il y a l'idée qu'il y a un savoir commun, on a une base, il y a les mathématiques, voilà, il y a un truc qui fait un peu tout, quoi. Ça veut dire que, depuis Pythagore, à peu près, plus ou moins, mais voilà, on lie à la fois les mathématiques avec le langage, avec des questions théologiques et tout. Et puis progressivement, les choses se divisent. Voilà, on va découper les mathématiques de la physique, de l'alchimie, on va redécouper des branches comme ça, tout se divise, le savoir se divise. Et là, c'est comme si depuis le XXe siècle, peut-être aussi un peu avant, je sais pas, mais peut-être que c'est lié, moi je pense en effet à René Guénon, peut-être une des personnes qui vont penser ce rapport-là, mais bon, je disais aussi Nicolescu, donc voilà, bon, Éric Havert, du coup, on retrace aussi cette histoire-là, mais je pense aussi à Edgar Morin, du coup là maintenant il y a Grothendieck aussi que je suis en train de m'intéresser, qui est dans ce rapport-là.
Il y a, Heidegger aussi, je crois, j'ai l'impression fait ça, et puis Gotthard Deleuze aussi, je crois, reprend cette idée qui vient un peu d'Heidegger, mais peut-être pas. Bon. En tout cas, cette volonté de pouvoir retrouver un paradigme commun, en fait, de s'inscrire dans un monisme. Hein, je pourrais dire que ce que je fais là, c'est un peu un harmonisme, hein, de retrouver un monisme un petit peu, de ne pas s'inscrire dans une sorte de division comme ça du travail des disciplines, mais de retrouver une espèce de cadre commun, pour souffler, quoi, et pour avoir une espèce d'arrêter tous ces conflits, toutes ces divisions terrifiantes, quoi, mais voilà, de retrouver quelque part une espèce de choses qui seraient, pour le coup, un universalisme, hein, vraiment, mais qui permettrait quelque part de... Et pour moi, et ça pour moi, c'est-à-dire que ça m'intéresse parce que ça me permet pour moi de défaire, entre guillemets, le mal. Hein, c'est une question du coup un peu religieuse là-dessus, mais de défaire en tout cas la violence. Ça veut dire que si en effet la violence c'est un conflit entre des langages, trouver un langage commun, retrouver quelque part la tour de Babel, c'est un peu ça, hein, avant qu'elle se déchire, bah, c'est quelque part... bon, évidemment un projet ambitieux, mais un projet aussi qui permet peut-être de trouver un chemin vers une forme de paix, si on veut, quelque chose qui pourrait s'appeler la paix peut-être. Bon, mais ça veut dire que voilà, si quelque part les guerres, les agressions, la violence, donc là-dedans du coup voilà, mais donc du coup je disais bon, ça fait, c'est la question des guerres, la question des agressions sexuelles, la question des violences faites aux enfants, la question de la maladie, comme je disais, la maladie ici semble être un conflit entre deux langages. La question même de l'écologie, parce qu'on peut dire que l'écologie, on peut la voir, certains courants la voient comme étant un conflit entre le langage occidental de l'économie monétaire et le langage de la planète Terre, si on veut. Hein, c'est un petit peu ça. Donc voilà, ça veut dire qu'on va, au nom de lois économiques, détruire une forêt pour mettre un parking. Voilà, bon, c'est un conflit entre deux langages, entre le langage du vivant et le langage de la machine abstraite du capital, quoi. Donc on peut le penser comme tel aussi. Voilà, les différentes oppressions, c'est comme s'il y avait un conflit entre des langages. Il y aurait une sorte de langage, entre guillemets, de la production de la subjectivité masculine, un langage de la production de la subjectivité féminine, et il y aurait un conflit entre les deux, quelque part. Alors je ne sais pas quelle est cette forme de conflit, la psychanalyse en parle un petit peu comme tel. Bon. Il y a peut-être d'autres lectures, hein. Chez Butler, c'est pas tellement vu comme un langage, mais comme une performativité, mais j'ai l'impression que si on fait ça, quelque part, on enlève toute possibilité de métaphysique. Pourquoi pas? Mais moi, ce que je cherche en effet, quelque part, c'est que j'ai l'impression que j'ai l'impression, c'est que j'espère, c'est qu'il y a en effet une espèce d'ordre derrière. C'est que j'essaie de trouver des lois communes à tout ça, du coup. En effet, c'est un projet, comme je disais, très... c'est même pas un projet scientifique, hein, c'est autre chose, c'est un projet d'artiste démesuré, mais en fait, c'est ce qui m'a sauvé un peu. Parce qu'il y a un moment donné où je me suis un peu comme effondré en fait. La violence c'est l'effondrement, mais c'est même pas l'effondrement au sens où c'est l'écocide. C'est pas l'idée quelque part que l'humanité peut que la civilisation peut s'effondrer. C'est même pas ça. C'est un symptôme de la violence écocidaire qui est en train de se passer. Et cette violence-là m'apparaissait insupportable, mais elle était insupportable surtout parce qu'elle se liait aussi à une suite de violences qui sont décrites qui sont celles du patriarcat, du capitalisme et du colonialisme, et qui sont décrites par un ensemble de mouvements de lutte à gauche, quoi. Du coup, bon, et en fait, voilà, à un moment donné, ça touchait en moi quelque chose qui me semblait insupportable. Ça faisait écho en moi à quelque chose qui fait que j'avais plus envie enfin, je me consentais plus à ce monde, quoi. C'est comme si j'avais essayé de tenir bien, puis là, je me suis effondré un petit peu. Il y a une espèce d'effondrement quelque part psychique, disons épistémique, et d'un seul coup, j'arrivais plus à croire dans ce monde-là. Ce monde-là devenait quelque part... il n'y a plus rien à sauver, quoi. Enfin, fallait le laisser s'effondrer un petit peu. Et voilà. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai fait ce travail-là, d'essayer de refonder, de me dire il faut tout refonder, quoi. Enfin, c'est pas tout à fait la table rase, mais un petit peu quand même. Il y a un truc un petit peu de voilà, bon, déconstruisons tout ça, enfin faisons une déconstruction, mais voilà, il faut tout repenser. Il faut tout repenser parce que c'est insupportable. Je refuse ce système-là, ce cadre-là. Et voilà, c'était un moment de grande dépression, mais cette dépression, c'est aussi un travail. Cette dépression, c'est aussi une déconstruction. C'est bien de sortir du cadre. Voilà.
Je pourrais dire aussi dans un sens que j'ai travaillé la dépression pour elle-même. C'est-à-dire que la dépression, la déconstruction en elle-même, elle est intéressante. Mais ce que je voyais aussi, c'est qu'on peut déconstruire que si on y est un peu obligé. Ça veut dire que peut-être qu'à des moments, c'est bien de construire. Peut-être qu'à des moments, c'est bien aussi voilà, on peut déconstruire toute sa vie, mais enfin, j'ai l'impression d'avoir été assez loin dans la déconstruction. On peut déconstruire le temps et l'espace, mais il y a un moment donné où ça fait plus de sens, où on est un peu tout seul, où on est voilà. Et la déconstruction, elle est importante si quelque part il y a quelque chose qui nous, enfin, c'est un geste aussi, c'est un geste qui permet d'ouvrir l'espace, le champ. Mais bon, voilà, peut-être que c'est bien de déconstruire jusqu'à un certain point. On peut aller plus loin, je veux dire. Enfin, en fait, pour moi, il y a la déconstruction pour elle-même. La déconstruction, c'est un geste esthétique, c'est un geste artistique. La question, c'est jusqu'où on va. Parce qu'on peut, j'ai l'impression qu'on peut le faire en théorie jusqu'à l'infini, quoi. Voilà. Et puis même, on peut presque aller, même potentiellement traverser la mort. Hein. Enfin, on peut aller très loin, en fait. Potentiellement, je dis. Hein. Voilà, c'est à voir ça, parce que traverser la mort, tout de suite, ça fait un peu. Waouh. Mais voilà. Donc, mais ça, c'est aussi une pratique aussi en tant qu'artiste que j'essaie de voir qu'on peut. La déconstruction permet d'aller très très loin. Mais voilà, là pour l'instant, moi ce qui m'intéresse, dans un premier temps en tout cas, c'est pas de. Parce que cet acte de déconstruction, je l'ai fait. Sauf que c'est un truc très solitaire, je trouve. Voilà. Et là maintenant, ce que j'essaie de faire, c'est pas tellement de déconstruire, c'est plutôt de me dire que à travers l'acte de déconstruction que j'ai fait, j'ai pu explorer un chemin un peu en explorateur, un peu comme chercheur, j'ai pu aller assez loin. Là maintenant, ce qui m'intéresse, c'est pour que cette déconstruction puisse être, comment dire, rendue lisible, c'est de m'arrêter quelque part et de dire, bon voilà, maintenant depuis ce point-là, je peux construire un paradigme qui permet de régler les problèmes qui se posaient pour moi. Et moi, du coup, les problèmes que j'ai de régler, c'est les problèmes de la souffrance, de la douleur. Alors peut-être que, peut-être que je peux aller encore un peu plus loin, je sais pas, mais en tout cas, voilà, d'avoir un peu un plateau à partir duquel on peut s'appuyer. Et ensuite, bon, on pourra continuer à creuser, hein, voilà. Au moins on a un truc qui permet de se sécuriser, quoi. Voilà. C'est ça un petit peu le but pour moi. Alors, je parle de la douleur aussi. Bon voilà, la douleur, elle peut être, c'est aussi une sorte d'émotion du corps, hein, très douloureux évidemment, concentré, mais on peut aussi travailler à partir de la douleur. Hein, c'est aussi un indicateur très puissant, très utile aussi pour moi. Bon, voilà. Je relance la caméra, ça fait déjà 1h17 que je discute, et puis je vais peut-être bientôt finir parce que j'ai déjà midi et je commence un peu à fatiguer.